Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux taux obligataires, mais surtout à l'impact que l'évolution des taux obligataires peut avoir sur votre contrat d'assurance vie et beaucoup plus particulièrement sur les fonds en euros sur lesquels peuvent être investis l'épargne dans vos contrats d'assurance vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaël Regensberg, associé fondateur de Platineos. Bonjour Raphaël Regensberg. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer ensemble avec vous, peut-être comprendre si les fonds en euros, voilà une opportunité pour aller chercher un petit peu plus de rendement. Mais avant ça, nous avons le plaisir de recevoir également Timothée Pubelier, spécialiste des marchés obligataires chez la Financière de la Cité. Bonjour Timothée Pubelier. Bonjour Nicolas. Bienvenue également dans l'émission Smart Patrimoine. Alors, les taux des obligations d'État, si on regarde juste ces obligations d'État pour le moment, Timothée Pubelier, n'en finissent plus de grimper. Alors on n'est pas non plus... on continue à progresser. L'OAT à 10 ans est à 2,45. On va même sur les taux longs, notamment le taux à 30 ans en France, on peut aller jusqu'à 2,77%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment sur ces marchés obligataires ? Alors en effet, les taux n'en finissent plus de grimper et c'est en réaction avec l'inflation qui, elle aussi, n'en finit plus de grimper et n'en finit plus d'accélérer et ce qui se diffuse sur différentes composantes. Donc quand l'inflation accélère, c'est par exemple aux États-Unis parce que l'économie est trop chaude et il faut essayer de la ralentir. Donc on va avoir les banques centrales, et notamment la Fed, qui va augmenter ses taux pour essayer de combattre l'inflation. Donc normalement, la Banque centrale, elle a deux mandats, favoriser l'emploi et combattre l'inflation. Aujourd'hui, ils ont dit très clairement à la dernière réunion de Jackson Hole, où tous les banquiers centraux se réunissent, que maintenant, le seul mandat qui comptait, c'était de combattre l'inflation. Bien sûr. Ils étaient prêts à risquer une récession pour arriver à leur but. Et donc, ils ont douché les espoirs du marché, où on allait avoir peut-être une montée des taux progressive des banques centrales. Et ce qui avait fait rebaisser un petit peu les obligations. Bien sûr. Et donc là, on a eu ces dernières semaines une accélération à la suite de ce meeting du mois d'août, où voilà, le message maintenant, il est clair, aux États-Unis et en réaction avec la Banque centrale européenne. On va tout faire pour combattre l'inflation. On va risquer la récession. On peut risquer même de faire monter le taux de chômage. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est à 3,7%. Tant qu'ils sont au-dessous de 5, ils vont pouvoir aller vraiment fort, vraiment accélérer sur la remontée des taux et faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour arriver à leur but. Donc le sujet, c'est le combat contre l'inflation. Les banques centrales, alors effectivement, on mentionne la Fed et la BCE parce que c'est celles qui nous impactent le plus en France, mais il y en a d'autres également, remontent leurs taux. Et qu'est-ce qui vient expliquer que l'OAT, du coup, mécaniquement augmente ? C'est parce que la France emprunte plus cher du fait que la BCE prête plus cher, c'est ça ? C'est ça, l'OAT, elle est directement corrélée au taux directeur de la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne, elle vient monter ses taux directeurs. Bien sûr. Les banques entre elles, elles vont se prêter de l'argent à des taux plus importants. Bien sûr. Et ça va impacter toute la courbe, en commençant par le court terme pour les obligations d'État, jusqu'au long terme. Et on va avoir un effet d'aplatissement de cette courbe, justement, parce que l'OAT 10 ans, elle est plus sensible à la croissance. Et quand on va remonter les taux, on va avoir moins de croissance. Donc un 10 ans qui va moins remonter que le 2 ans, par exemple, qui, lui, est vraiment corrélé au taux directeur de la Banque centrale européenne, où on va vraiment avoir cet effet d'aplatissement. Même si tout le monde monte, mais tout le monde monte en s'aplatissant. Alors, on va donner la parole à Raphaël Regensberg dans un instant, mais le mécanisme de pensée est assez simple. Donc, la BCE, si je prends l'exemple de la BCE, monte ses taux. Donc, globalement, l'État français emprunte plus cher pour combattre l'inflation, si je fais un raccourci sur ce que vous nous avez dit. Bon, donc on comprend effectivement que le contexte économique est un petit peu plus difficile pour un certain nombre d'épargnants. Sauf que si on se souvient que dans le fonds euro, on a majoritairement des actions d'État et notamment des obligations de l'État français, est-ce que ça peut être une bonne nouvelle pour les fonds euros qui sont aux alentours de 1% actuellement, qui peuvent avoir des rendements un peu plus conséquents ? D'abord Timothée Pubelier et ensuite Raphaël Regensberg. Alors, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Comme vous l'avez dit, si la majorité du constituant du fonds a un rendement plus intéressant, ça va être plus intéressant. Mais c'est une bonne nouvelle sur le moyen-long terme. D'accord. Les obligations qui sont déjà en portefeuille dans les fonds euros, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc tous les ans, il y a 10 à 15% du stock d'obligations qui va être renouvelé. Donc c'est les obligations qu'on a achetées il y a 10 ans, par exemple, en 2012, où les taux français étaient déjà à 2,5%, à peu près comme aujourd'hui.
10 ans vont passer, elles vont arriver à maturité, et une obligation qui donnait 2,5% va être remplacée par une obligation qu'on achète aujourd'hui à 2,5%. Donc c'est pour tout de suite, l'effet il va être un peu neutre, D'accord. voire 10% d'obligations qui seront plus rentables, mais le 90% du stock d'obligations restera. Et je rappelle qu'il y a un an, l'OAT, au lieu de 2,45, elle était à 0%. Et au début de l'année 2021, elle était à moins 0,3%. Donc toutes ces obligations qui ont rempli les fonds euros, elles seront toujours là. Par contre, les fonds euros, pour se protéger, elles ont le droit de ne pas redistribuer tous les bénéfices aux épargnants. Donc il y a un trésor de guerre qui constitue dans les fonds euros qui est de 5%. D'accord. Donc elles ont 8 ans pour le redistribuer. Et ça, elles vont pouvoir actionner ce levier pour donner des rendements plus intéressants. Donc à ce niveau-là, à mon avis, elles vont avoir un peu de latitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un véhicule exceptionnel du fait de la garantie en capital. Et je pense que ça doit faire partie de l'épargne. Par contre, dans un contexte où l'inflation est 9,1% en Europe, 8,3% aux États-Unis, si on a des fonds autour de 1%, on peut espérer 2% pour 2022, avant prélèvements sociaux. C'est pas non plus, je pense pas qu'il faille mettre tous ses œufs dans le même panier sur ce support. Raphaël Regensberg, si je comprends bien, il n'y a pas un effet immédiat de hausse des taux obligataires d'un côté et de hausse du rendement du fonds euro sur lequel on aurait pu investir une partie de son épargne. Donc c'est pas finalement une bonne nouvelle à court terme pour le fonds euro. C'est pas l'effet n'est pas facile à identifier. En tout cas, il a pas l'air, l'effet positif n'a pas l'air évident. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Timothée, même si on va racheter des obligations à chaque fois que vous collectez aujourd'hui sur le fonds euro, pour un assureur, à chaque fois que vous investissez, on va acheter de nouvelles obligations qui, a priori, vont être significativement plus rémunératrices qu'il y a 6 mois, mais même moins rémunératrices que beaucoup qui vont expirer ou qui ont expiré quelque temps. Oui, donc parce le stock on les garde combien de temps? On les garde quoi, 10, 15 ans, c'est ça, des obligations dans un fonds euro? Ça dépend, il y a plusieurs maturités que prend l'assureur, il n'y a pas une seule maturité. Donc effectivement, chaque année, c'est ce que disait Timothée, il y a à peu près, on estime à peu près 90 milliards de réinvestissement sur un stock qui pèse à peu près 1300 milliards à l'échelle nationale. Donc on voit bien que quand bien même on réinvestirait à des taux qui seraient significativement plus élevés que par le passé, ce qui n'est pas le cas, parce que limite on est limite en dessous par rapport à ce qu'on a en stock, il y a un effet en fait inertie qui fait que de la même façon que les fonds euros ont accompagné la baisse des rendements de manière très très progressive, vous aviez encore du 2% de rendement net alors que des fonds obligataires et des fonds monétaires, des séquences monétaires étaient beaucoup plus basses en termes de rendement. Là, de la même façon, à la hausse, si le mouvement se poursuit, ça sera une inertie assez importante et on ne va pas voir tout de suite l'effet de la hausse des taux. Ça, c'est le premier point. D'accord. Après, le fonds euro, c'est massivement des obligations d'État également. Mais c'est pas que ça. Et c'est pas que ça. Et vous avez des actions, vous avez de l'immobilier. Et les actions, si vous suivez un petit peu sur cette chaîne ce qui se passe depuis 2022, ça va pas être le moteur principal du fonds euro non plus. Mais c'est pour ça que je pose la question de savoir si le moteur va redevenir les obligations. Mais alors, de ce que je comprends, non, c'est pas là où il faut aller le chercher. Ou alors les obligations d'entreprise, les corporates. Oui, alors après, il y a aussi un autre paramètre, parce que là, on parle des sujets techniques, c'est-à-dire comment fonctionne un fonds euro. Et puis, à un autre moment, il faut aussi se comprendre que le fonds euro, c'est un produit qui aussi obéit à une politique commerciale. Et qu'en fait, effectivement, il y a cette réserve qui est à peu près estimée à 5 points de rendement, c'est vrai. Est-ce que les assureurs ont envie de collecter sur le fonds euro aujourd'hui ? La plupart, non. Ça dépend. Il y en a qui ont un peu plus un appétit pour ça. Mais en termes de ratio de solvabilité, il faut bien comprendre que la garantie qu'elles doivent aux épargnants à tout moment, la garantie capital est très coûteuse. Et donc, elles n'orientent pas les clients vers du fonds euro. Donc, déjà, aujourd'hui, vous ne pouvez plus quasiment rentrer pour des montants significatifs 100% fonds euro. Donc, vous avez forcément une diversification vers d'autres unités de compte. Et donc, puis il y a même des assureurs qui auraient la possibilité d'avoir des réserves pour booster un peu leur rendement. Est-ce qu'elles vont le faire alors qu'elles ont lancé des véhicules type Eurocroissance qui leur obligent à assurer une garantie à 10 ans et non plus à tout moment ? Moi, je pense qu'elles vont plutôt booster le rendement des fonds Eurocroissance et inciter tranquillement les épargnants à se dire est-ce que franchement le fonds euro constitue la solution patrimoniale pour moi à moyen terme. Et alors même qu'effectivement, je reviens sur mon idée on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu plus de rendement aujourd'hui. Timothée Pubelier, même si c'est pas le cas, mais je reviens sur le postulat de départ, enfin en tout cas la question. Timothée Pubelier, il y a une autre question quand même. Parce que sur le sujet du fonctionnement d'une obligation, si on a une obligation qui propose 1% de coupon par exemple à un instant T, et que cette même obligation d'État propose un coupon de 2% 6 mois après, mécaniquement, mon obligation
perd de la valeur. Donc ça veut dire que là, toutes les obligations qui ont été achetées dans le cadre de fonds euros, par exemple, depuis 2 ans, avant cette remontée des taux, vont perdre de la valeur. Et ça, on va le voir aussi dans les prochaines années, du coup, ou de toute façon, vu qu'il y a un cycle, un roulement, ça passera inaperçu. Alors, 2 choses là-dessus, ça soulève 2 points très importants. Déjà, sur le mécanisme d'une obligation, c'est exactement ça. Mais c'est des contrats qui sont censés être conservés toute la durée de vie d'une obligation. Donc là, si on reprend l'obligation dont vous parliez, si on la garde, donc elle serait passée, imaginez, de 100, elle serait passée à 80. Là, on parle de la valorisation. La valorisation de l'obligation. Donc on peut l'acheter demain à 80. Si on veut la revendre. Si on veut la revendre. Mais si on la garde 10 ans, si une obligation à 10 ans, jusqu'à la maturité, il y a l'effet pool to par. Donc on va se rapprocher du prix à 100 parce que si elle a baissé, c'est parce qu'il y a un risque de non-remboursement. Mais si on arrive la veille du remboursement, ce risque-là, en un jour, la société, a priori, elle ne va pas faire faillite. Donc, petit à petit, on va se rapprocher de 100. D'accord. Une obligation, si elle ne fait pas défaut, on efface toutes les moins-values latentes, quoi qu'il arrive. Ça, c'est mécanique. Donc, pour un assureur, si on va jusqu'au bout du contrat, que les taux montent, baissent, a priori, ça les arrange même que les taux montent doucement, parce que ça va leur apporter des rendements plus intéressants et faire plus de place pour de la marge. Donc ça, ce n'est pas un problème. Par contre, là, le deuxième point, et c'est là où c'est un point vraiment intéressant, c'est qu'il y a un scénario un peu catastrophe dans toute cette mécanique. Ce serait que les taux remontent vraiment très vite. D'accord. Et on n'est pas dedans. C'est vraiment un scénario oui. horrible. Mais que les taux remontent tellement vite qu'il y ait plein de supports qui deviennent beaucoup plus intéressants. Par exemple, un fonds à terme obligataire où eux, ils commencent tout de suite avec que des obligations avec le nouveau rendement. Donc le risque, ce serait que tous les épargnants disent moi je veux plus du fonds euro dans lequel je suis et j'ai le droit de partir quand je veux, c'est dans le contrat, donc je vends mon fonds euro, donc tout le monde part en même temps. Là, les assureurs, quand les taux montent, la valeur de l'obligation descend, donc leur moins-value latente, elle se transforme en moins-value réalisée, parce qu'ils ont des ventes forcées, parce qu'ils sont obligés d'honorer les rachats, donc ils vendent le stock d'obligations, le capital est toujours garanti alors qu'eux, ils enregistrent des moins-values réalisées, et pour réagir à ce risque, le régulateur a dit, déjà, je peux, moi, en tant que régulateur, dire aux assureurs, tu n'as plus le droit de distribuer les bénéfices. D'accord. Un contrat fonds euro, en fait... rapporterait zéro, quoi, du coup ? Rapporterait zéro. D'accord. Pire, l'assureur lui-même peut décider de façon unilatérale, s'il se sent en danger, de dire, je gèle les retraits. Donc je ne peux plus sortir de mon fonds euro. Non. D'accord. Bon, ça, c'est un scénario catastrophe. C'est pas l'actualité aujourd'hui. C'est une catastrophe. Et les assureurs sont extrêmement solides. Elles ont des ratios de solvabilité qui sont faits pour venir résister à ça. Donc, je ne sais pas du tout un scénario que j'envisage. Mais je trouve que quand on parle de fonds euros, c'est important de savoir que c'est une possibilité. Quoi on s'expose, bien sûr. C'est dans les cartes. C'est des événements qui arrivent une fois tous les 200 ans. Parfois, ça arrive. Et c'est quelque chose qui est possible. Raphaël Regensberg, là on parle d'un scénario catastrophe, et donc du coup ça va dans votre sens de dire que finalement... On parle d'un scénario catastrophe, c'est vrai qu'on n'y est pas, je suis d'accord, on n'y est pas. Enfin, il faut quand même se rappeler que, comme on le disait tout à l'heure, il y a 8 mois, l'OAT c'était moins 0,10 ou moins 0,15, et qu'aujourd'hui on est quasiment à 2,50. Et qu'effectivement, il faut avoir aussi en tête qu'un contrat d'assurance vie, pour la majorité des Français, c'est pas non plus des millions d'euros, c'est une centaine de milliers d'euros. Et vous avez eu un événement quand même cet été qui est passé peut-être un petit peu inaperçu, moi je trouve, auprès des assureurs, mais aujourd'hui sur le livret A, on a du 2% net. Oui, effectivement. Oui. Et si on se met à l'échelle d'une famille... Et on n'exclut pas potentiellement de le réaugmenter d'ailleurs. Exactement. Peut-être que quand on va se reparler en 2023, et que l'inflation peut-être continue à monter, on ne sera pas à 2, on sera peut-être à 2,5, à 3, voilà. Et en attendant, si vous faites le calcul de ce que vous pouvez mettre dans un livret A quand vous êtes un couple, ou vous rajoutez le LDD, si vous voulez mettre des livrets A pour les enfants, vous pouvez mettre une centaine de milliers d'euros dans un livret A LDD. Donc à un moment donné, il va se poser la question, si les assureurs ne sont pas capables d'augmenter significativement les rendements qui servent, qui sont en plus soumis aux prélèvements sociaux et aux impôts par rapport au taux du livret A, bien sûr. Est-ce qu'il ne va pas commencer à avoir des retraits ? Alors ça ne va pas se faire de manière, encore une fois, ce n'est pas un arbitrage qui peut se faire de manière aussi automatique, parce qu'en fait, il y a des raisons pour lesquelles on est en assurance vie. Il y a des avantages fiscaux en termes de transmission, bien sûr, oui. Il y a une allocation patrimoniale, il y a des crédits qui peuvent être nantis, des contrats qui peuvent être nantis dans le cadre de crédit, etc. Enfin, le fonds euro d'un contrat d'assurance vie, ce n'est pas un produit sur lequel on va comme ça naturellement et qui est comparable à un autre produit. Mais en termes de rendement pour du capital garanti, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui commence à se poser.
Et alors, du coup, de manière un peu plus directe, le fonds euro, vous, pour le coup, c'est quelque chose que vous déconseilleriez, par exemple, du fait du risque actuel ou ça, non, il y a quand même un sujet en termes de succession qui reste très intéressant, par exemple, en termes de fiscalité. Oui, mais ça, c'est l'assurance vie. C'est l'assurance vie, dans une enveloppe d'assurance vie, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des fonds obligataires, vous pouvez mettre du fonds euro, vous pouvez mettre des actions, du private equity, de l'immobilier. Enfin, voilà, donc on choisit de placer son argent en assurance vie. Et si on a envie d'être sur l'équivalent d'un livret A, on a le fonds euro. Bon, d'accord. Maintenant, est-ce que je conseillerais à mes clients de mettre du fonds euro ? Non, parce que mes clients sont suivis, parce qu'ils sont conseillés. Quelqu'un qui a envie de placer son argent et qui n'est pas conseillé ou qui ne sait pas vers qui se retourner et qui n'a pas envie de prendre de risques parce qu'il n'est pas avisé sur les marchés financiers, on ne peut pas lui dire le fonds euro, c'est pas pour vous, n'y allez pas, ça sert à rien. Bon, mais c'est vrai que au-delà de cette question de rendement, et il y a plus la question de l'inflation qui atteint des montants quand même importants. On est à 6% en France aux dernières statistiques sur un an glissant. Et donc la question qui se pose quand même, c'est même si vous avez un fonds euro ou un livret A qui vous rapporte du 2% net, si même on montait à 3%, ça reste effectivement en dessous de l'inflation. Ouais. Voilà, quel est l'intérêt, je veux dire. Donc, de toute façon, nous, les clients qui viennent nous voir ne viennent pas pour placer sur du capital garanti du fonds euro. Mais ça demande de la pédagogie et ça demande de l'étude des risques. Et on va conclure là-dessus, puis ce sera l'occasion d'une autre émission, mais d'ailleurs un sujet qu'on traite souvent dans Smart Patrimoine, de savoir où trouver un peu plus de rendement. Merci beaucoup en tout cas Raphaël Regensberg, associé fondateur de Platineos. Merci Timothée Pubelier, spécialiste des marchés obligataires chez la financière de la Cité. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.